Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour l'analyse du PPV WrestleMania 30, donc qui est pour moi, et je le dis déjà dès maintenant, un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand PPV que j'ai jamais vécu depuis SummerSlam 2006 avec Hulk Hogan contre Randy Orton et tout ça. Je crois que c'était juste, ouais, c'était SummerSlam 2006, il me semble. Mais pour moi, je le considère comme un des meilleurs, un des tout grands. Nous avons vécu une soirée mémorable et je pense que personne ne pourra me contredire sur ce plan-là. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats, on peut dire vraiment que cette soirée fut géniale. Complètement géniale. Certes, moi non plus, il y a certains résultats qui m'ont déplu. J'étais pas forcément fan, mais j'ai pas forcément non plus des résultats que je déteste. Donc pour moi, je suis quand même pleinement satisfait. Et vous le verrez, c'est la plus grande note que j'ai jamais vue depuis que je fais des analyses de PPV. Je vous la dirai à la fin. Et il y a même une note qui dépasse tout pour moi. Donc voilà, je pense que vous savez déjà de quel match il s'agit. Mais on va débuter depuis le début tout simplement. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas du genre à détailler les promos ou les moments backstage, mais je vais le faire juste en bref parce que c'est WrestleMania 30 et que ça vaut la peine d'être discuté, surtout pour la promo d'ouverture qui était quand même assez incroyable. Donc la promo d'ouverture a duré 23 minutes et est passée incroyablement vite à mes yeux avec Hulk Hogan, puis l'intervention de Stone Cold Steve Austin, puis l'intervention du Rock, et je m'attendais bizarrement pas à John Cena mais à Chris Jericho, vu que Stone Cold Steve Austin et The Rock sont les deux personnes qu'il a battues en un soir pour remporter le titre indisputé, je crois qui ne s'est pas déroulé à WrestleMania, mais ça n'est pas arrivé. Donc la promo s'est faite avec ces trois-là, ce qui a quand même amplement suffi. Et je me suis dit, si on regarde un peu avec un certain recul, bon, l'attitude era, j'ai pas connu, vu que comme vous le savez, je regarde la WWE depuis 2006 et l'attitude era se finit en fin du milieu 2002, pardon. Mais si on regarde d'un peu plus près, on voit qu'il y a Hulk Hogan qui a quand même participé de WrestleMania 1 à 9, puis le 17 contre le Rock, je crois. Ensuite, on a un peu plus tard la décennie, si on veut bien, du Rock et de Stone Cold Steve Austin. Puis on a les WrestleMania 20 avec John Cena, qui gagne son titre US contre le Big Show à WrestleMania 20. Et à WrestleMania 29, il finit cette belle ascension en battant le Rock pour devenir le nouveau champion de la WWE. Donc en fait, il s'attribue la vingtaine de ces WrestleMania. Et avec ce qui s'est passé dans le main event, donc à WrestleMania 30, voilà, c'est un spoil pour personne, mais j'ai envie de croire que Daniel Bryan soit un peu l'héritier de cette génération-là. Et j'ai hâte d'être dans 10 ans pour me dire est-ce que Daniel Bryan est vraiment ce gars qui va se battre pour des main events dans les prochaines années, dans les WrestleMania. Maintenant que l'Undertaker ne sera peut-être plus là, peut-être contre Sting à WrestleMania 31, on ne sait pas, mais il faut quelqu'un qui continue en fait cet héritage qu'est la WWE. Et John Cena c'est bien, mais ça fait déjà 10 ans qu'il nous gonfle un petit peu quand même. Et puis comme on l'a vu, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux dans le match, dans son match contre Bray Wyatt. Donc ça peut être un indice qui nous indique que le flambeau va être passé, que c'est une nouvelle ère qui commence avec les WrestleMania dans la trentaine. Et moi, ça me fait plaisir. Et cette promo d'ouverture m'a fait sourire comme pas possible, même si je les ai pas vraiment connus. Comme je vous l'ai dit, Hulk Hogan, je l'ai connu seulement en 2006 dans sa rivalité contre Randy Orton du temps de son Legend Killer, sa gimmick, Legend Killer, son gimmick, pardon. Et sinon, Stone Cold Steve Austin, je ne l'ai pas connu, à part dans Tough Enough, donc justement, il était comment on appelle ça, le jury, sont bien le chef un peu, le coach. Et The Rock, j'ai connu justement, et j'ai appris à le détester l'année passée lorsqu'il a battu un peu Royal Rumble et quand il a perdu contre Cena à WrestleMania 29. Il y a eu aussi sa période WrestleMania 27 et 28, mais je n'en parlerai pas. Voilà, donc ça m'a fait vraiment, excusez-moi, plaisir de voir ça. Et pour moi, c'était une magnifique ouverture avec des commentateurs exceptionnels que sont Christophe Ajus et Philippe Chéreau qui me foutent la chair de poule tout le temps. Voilà, donc que demander de mieux pour une promo d'ouverture? Pour moi, c'est parfait. Voilà.
Et qui dit parfait dit qu'on commence directement avec un match qui envoie du lourd, donc Triple H contre Daniel Bryan. Certains nous annonçaient, donc certaines rumeurs sur certains sites nous annonçaient que ce match deviendrait un submission match. Ça n'est pas arrivé et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il y a eu des bonnes choses quand même pour un match normal. Certes, un no disqualification match aurait mieux passé. Au départ, la seule petite déception c'est qu'au départ, je me suis dit que s'il y avait une disqualification, c'était pourquoi pas enchaîner sur un Fatal 4-Way dans le main event plus tard dans la soirée. Et finalement, c'est pas arrivé et Daniel Bryan a une victoire totalement clean. Mais alors, dans ce cas, pourquoi ne pas mettre un no disqualification match, pardon. Peut-être pour le suspense. Ça aurait pas changé s'il y avait eu un no disqualification match, pardon, je vais réussir à le dire. Mais voilà, j'étais un petit peu déçu par rapport à ça, mais c'est vraiment une toute petite déception comparée au reste de la soirée. Voilà, déjà bientôt 7 minutes, je vais commencer à me dépêcher. Oui, donc pour remettre en gros, j'ai mis quelle entrée pour Triple H, reprise de son ancien thème, je suis pas vraiment fan, mais son style un peu gladiateur, un peu avec son masque et son armure, c'était incroyable. Euh, voilà, aussi, je me suis dit, niveau suspense, ça gâche un peu pour ce début de soirée, dans le sens où si la WWE voulait faire perdre Daniel Bryan, il l'aurait pas mis en pré-show parce que le public aurait simplement hurlé de rage de savoir que Daniel Bryan ne participerait pas au main event plus tard dans la soirée. Et je me suis dit que il allait forcément gagner, sinon il l'aurait mis en avant-dernier. Et voilà, Triple H aurait battu Daniel Bryan, il l'aurait blessé, et puis on aurait directement pu enchaîner sur le main event. Et ça aurait juste, en guillemets, entaché l'ambiance de la soirée pour le dernier match. Ils n'allaient pas faire ça dès le départ, c'était tout à fait logique. Donc niveau suspense, un peu nul, mais un bon match. Et puis niveau suspense et niveau surprise, on en a eu toute la soirée. Donc moi ça me convient. Sinon j'ai mis bon gros match, long mais prenant. C'était un match assez long quand même, il faut le dire. Au bout de plus d'une heure, on avait eu seulement la promo et le match d'ouverture. Et victoire de Bryan, mais la fin est trop facile, voilà. Pas vraiment le suspense que la WWE veut laisser présager, dans le sens où est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il n'est pas blessé. Ils en jouent même pas forcément après par la suite. Donc voilà, j'ai mis ça sur le moment, heureusement. S'ils nous avaient fait Daniel Bryan ne veut pas participer à ce match, Triple H va le remplacer, ça aurait été trop. Ça aurait été trop gros et moi j'aurais pas aimé parce qu'on aurait su que Daniel Bryan allait intervenir et on aurait carrément su que Daniel Bryan allait gagner le match dans le main event. Donc ça aurait pas été crédible, donc j'ai été rassuré par la suite. Voilà, j'ai mis 9,5 sur 10 pour la construction, pour le peu d'erreurs qu'il y a dans ce match. Et voilà, c'était un bon match d'ouverture, il ne faut pas se le cacher. Ensuite, on a eu The Shield contre The Authority. J'ai envie de les appeler comme ça parce qu'ils ont dit qu'ils parlaient au nom de l'autorité. Donc c'est un match qui a duré quoi? Moins de 4 minutes, c'est ça? Non. Où le Shield s'est complètement déchaîné. Donc si ça avait été le contraire, j'aurais mis peut-être 3 sur 10 par rapport au match trop court. Mais là, c'était magique. Avec un Seth Rollins qui, moi, me fait triper toujours autant. Il est incroyable, ce mec. Roman Reigns et Dean Ambrose, c'est pareil. Mais un petit plus pour Seth Rollins quand même de mon côté. Et la domination du Shield et le double triple powerbomb. Donc oui, c'est assez bizarre à dire, mais je crois que c'est le vrai nom de la prise. Qu'ils ont porté au New Age Outlaws était magique. Voilà, rien que pour ça, je mets 9 sur 10. Ça me va. Ça me va totalement. Ensuite, les légendes en backstage. Comme je vous l'ai dit, je vais pas... Voilà, c'était une... Si on avait mis... Si on avait mis des catcheurs comme Santino Marella, ça m'aurait pas fait rire, ça m'aurait rien fait. Mais c'était des légendes. Il y a eu Ron Simmons à la fin avec son Damon. Voilà. Vous pouvez mettre Ron Simmons partout. Moi, j'aime le segment après. Hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on a eu la bataille royale. Donc, là, encore une petite déception dans le sens où il nous manque 3 places. En sachant que Christian était annoncé et que finalement il ne participe pas à cause de sa commotion cérébrale, une de plus j'ai envie de dire. Donc ça faisait 4 places de vide. On a eu Cesaro, Yoshitatsu, Tyson Kidd et David Otunga. Donc Tyson Kidd, j'ai envie de dire que pourquoi ne pas le mettre tout simplement dès le départ. David Otunga, c'est bien. Franchement c'est bien. Ils auraient peut-être pu le laisser faire son entrée en live, histoire qu'on voit qu'il faisait son retour. Ça, moi, j'aurais aimé voir ça parce que David Otunga, c'est un ex-Nexus, donc j'apprécie, vous le savez maintenant. Et Yoshitatsu, ouais,
ça montre à quel niveau est JTG en ce moment à la WWE. Hein. Même pas être dans cette bataille royale, c'est pathétique. Et voilà. Et la place de Christian a été prise par Cesaro. Et là, j'ai envie de me dire, donc le gagnant du match, et j'ai envie de me dire, est-ce que la WWE n'est pas un génie, si on veut bien? Parce que si on regarde bien, le choix du pré-show, c'est que je n'en ai pas parlé parce que je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, vous avez vu, les Usos ont conservé leur titre. Et Cesaro a fait un face turn après, parce que Jack Swagger l'a attaqué, donc il lui a porté son Cesaro swing. Voilà, j'en parlerai pas plus. Je n'ai pas regardé le match, juste la fin d'ailleurs. Mais oui, on peut se demander si la WWE est un génie dans le sens où le pré-show était le match par équipe à élimination pour les titres par équipe. Et je me demande juste si c'est pas tout réfléchi en fait. Parce que si vous vous souvenez bien, au tout début, enfin quelques jours après Elimination Chamber, si on veut bien quelques jours après l'annonce de la bataille royale, donc c'était 1 ou 2 semaines après l'Euro qui suivait l'Elimination Chamber, Cesaro était annoncé dans la bataille royale. Et si on regarde bien, c'est Hulk Hogan qui est le guest et qui a introduit cette bataille royale en l'honneur d'André le Géant. Et si on se souvient de WrestleMania 3, je crois 1 an après la bataille royale qu'André le Géant a gagné, si je me souviens bien, forcément c'est Hulk Hogan qui avait porté son body slam, si on peut appeler ça comme ça, sur André le Géant. Et qui est l'homme fort de la WWE, qui porte Kali avec son neutraliseur, c'est Cesaro. Et je trouve que c'est juste très bien amené de mettre Cesaro dans le pré-show pour ne pas se douter qu'il sera dans la bataille royale juste après. Si la WWE a réagi comme ça, elle est très intelligente parce que personne n'a vu venir. Et si Cesaro était resté dans la liste des participants dès le départ, je pense que beaucoup de monde aurait pu anticiper sa victoire du fait qu'il est fort et qu'il aurait pu faire la même chose que le Kogan, sauf sur un autre catcheur, hormis là, en l'occurrence, c'est tombé sur le Big Show, ce qui est plus ou moins logique. Donc voilà, les fans ont fait un bon raisonnement en disant que le Big Show arriverait dans les 2 derniers. Ce qu'il fallait réfléchir, c'est repenser à Cesaro et à une introduction dans la bataille royale dès le départ pour se dire c'est Cesaro qui va faire ce show. Voilà, tout simplement. J'ai apprécié. Et voilà, donc voilà pour le petit raisonnement. Moi j'ai trouvé juste ça très très bien. Si la WWE a réagi comme ça, c'est qu'elle fait des efforts pour nous surprendre et moi je dis oui. Voilà. Ensuite, j'ai mis dommage pour Miz qui s'est fait éliminer, mais beaucoup trop tôt pour moi, et par Santino Marella. Donc, du coup, ma petite case dans le concours pronostic par qui Miz va se faire éliminer, personne n'aurait pu deviner. Tout le monde a dit Sheamus ou Big Show, et finalement, c'était Santino Marella. 2 points dans le vide. Dommage pour Ziggler aussi, parce que beaucoup attendaient à ce qu'il reste au moins dans les 2 derniers, s'il n'était même pas le vainqueur, ça aurait pu être bien. Merci mon ordinateur qui fait du bruit. Et j'ai mis une autre petite déception, pas de légende, pas de Hogan, pas de Roddy Piper. Tant pis, et voilà, rien d'autre à dire. J'ai mis 8,5 sur 10 parce que 2 petites déceptions. Et pas Evan Bourne qui revient, je suis vraiment déçu. Franchement, ça fait 2 ans et demi, il me manque terriblement. Non mais qu'est-ce que la WWE attend avant de le virer? Il serait tellement mieux à la TNA après, voilà. J'ai rien contre la WWE, mais Evan Bourne, tout le monde se fout de sa gueule maintenant. Il a meilleur temps de partir. Et puis 2 ans et demi, revenir après une blessure comme ça, il faut du courage, et puis il faut pas se louper encore une fois. Il a meilleur temps de recommencer à zéro quelque part d'autre, parce que je pense que plus personne n'attend rien de lui. C'est pas français, mais vous m'avez compris. Ensuite, j'ai mis une petite parenthèse. Les promos de match sont géniales, à l'image du Bryan contre Triple H et Cena contre Bray Wyatt. J'avais juste ah oui, une petite chose à dire sur la promo entre le match Daniel Bryan et contre Triple H, c'est que la WWE aurait pu au moins préciser que les images qu'elle a prises de Daniel Bryan il y a quelques années appartenaient à la Ring of Honor. Ça n'a pas été précisé, je trouve ça dommage. La promo Wyatt Cena est magnifique, elle m'a hérissé les poils et je l'ai même réécouté au travail parce que j'ai droit à la musique, sauf que je me suis réécouté le pré-show que j'avais pas vu, vu que le pré-show il n'y a rien à voir, juste à écouter. Et ça m'hérissait les poils, c'était ahurissant, vraiment, j'adore. Franchement, c'était un très bon choix de chanson, un très bon choix d'image aussi à montrer, donc parfait. Et justement, en parlant de Cena contre Wyatt, on va directement enchaîner sur ce match. J'ai mis belle entrée de la famille, mais étonnant. Bizarre de voir une entrée spéciale pour la famille Wyatt, mais pas pour Cena. C'est bizarre, Cena fait toujours une entrée et j'attendais... C'est peut-être une des seules choses que j'attends de Cena. C'est bon de faire le show, d'accord, mais c'est avoir une bonne entrée à WrestleMania.
Et là, ça s'est pas fait. J'étais un petit peu déçu. Parce que pour moi, bon voilà, c'est Triple H qui a assuré niveau entrée à WrestleMania la nuit passée. Mais niveau entrée à WrestleMania, c'est Cena qui m'impressionnera toujours le plus. Qui faisait l'entrée en Aston Martin, je crois, l'entrée avec les autres John Cena et son ancien thème. Il y avait eu encore une autre entrée, enfin voilà. John Cena est magique dans ses entrées à WrestleMania et là j'étais déçu de voir qu'il ne faisait pas d'entrée spéciale. Voilà. Dans ma vidéo pronostic, j'ai dit que je trouvais dommage le fait qu'il n'y ait pas de stipulation au match. Il y a eu une sorte de stipulation, si on veut bien, c'est est-ce que Cena arrivera à sortir Wyatt de sa tête. Dans le sens où on nous a de nouveau fait croire à un éternel heel turn qui n'arrivera jamais. Quoique on peut encore se poser des questions, mais je ne pense pas. Ça fait 2 ans qu'on s'était plus posé la question et sa rivalité avec Kane, mais j'adore voir Cena. Il n'était pas vraiment heel, mais il s'attaquait un peu à l'arbitre. Voilà. Pas par les gestes, mais il s'attaquait un petit peu à lui et c'est jouissif de le voir comme ça. Voilà. Donc, bon, jeu psychologique. J'aurais préféré voir Cena frapper Wyatt avec la chaise, c'est juste, j'ai pas précisé ça. Et victoire logique tout de même, oui, logique dans le sens où dès qu'on parle de l'héritage, de tout ce que Cena défend, donc que ce soit des enfants pour le Make-A-Wish, que ce soit son face statut, si on veut bien, son face alignement. Si on peut aussi parler de ses principes, loyauté, humilité, respect, c'est normal que Cena gagne. C'est tout à fait normal, sinon ça veut dire que tout ce qu'il met en avant là, c'est des mensonges. C'est comme la rivalité CM Punk contre Jericho en 2012. Si Punk avait perdu contre Jericho, alors que Jericho disait que c'était un alcoolique, ou enfin, vous imaginez si CM Punk avait été vraiment bourré dans son test de sobriété. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il devait marcher sur une ligne, s'il avait vraiment échoué à ça, tous ces principes, ça aurait tout cassé. Il y a déjà eu un bémol par rapport à ça, c'est Daniel Bryan par rapport à son végétarisme, on dit ça comme ça, en tout cas à son régime végétarien. Une fois, on l'a vu manger de la viande, par exemple dans un restaurant avec Kane dans le programme contre la colère. Voilà, ça c'est des principes, j'aime pas quand ça est entaché. Franchement, il est végétarien, mais la WWE l'a peut-être forcé, ou je ne sais pas, à manger de la viande. J'apprécie pas, donc justement, j'apprécie que dès qu'on parle de principes pour Cena, je trouve ça logique et juste pour lui qu'il les défende à juste prix et avec succès. Et c'est pour ça que Cena, je le vois y gagner. Maintenant, la rivalité n'est peut-être pas terminée. Wyatt pourrait s'attaquer à autre chose que ses principes, tout en parlant d'un heel turn, pourquoi pas, en parlant du monstre qui est à l'intérieur de Cena, sans évoquer ses principes et pourquoi pas gagner la prochaine fois. Mais ceux qui disent sur les forums que ouais, Cena se couche jamais, dans le sens où il se fera jamais river les épaules au tapis par un nouveau, c'est presque juste, c'est l'impression que ça me donnerait aussi, mais ça parle de principe, donc moi là je suis intransigeant et je trouve ça normal que Cena gagne. Voilà. Et ensuite, on a le match de la soirée, The Undertaker contre Brock Lesnar. Donc, je m'excuse envers toutes les personnes. Je m'excuse de mon ironie que j'ai employée lors de ma vidéo de pronostic. Quand j'ai dit, de toute façon, Undertaker va gagner, c'est pas logique, il doit affronter Sting à WrestleMania 31. Ouais. Ben, je peux vous dire, j'étais là pendant 10 minutes quand j'ai vu que Brock Lesnar a battu Undertaker. Là, bon, je vais vous parler déjà avant ce moment-là. Hein, on va pas brûler les étapes. J'ai mis manque terrible de rythme parfois et même tout le temps. L'Undertaker n'est pas dans son match. Brock Lesnar a du mal à suivre le manque de rythme de l'Undertaker. Il fait ce qu'il peut et il arrive à faire des bonnes choses. Undertaker botch assez souvent. On sent vraiment qu'il arrive au bout. Même si j'avais dit niveau peur, il est un peu mieux que l'année passée et même il y a 2 ans. Là, niveau catch, ça descend. J'ai mis pas autant la même intensité en début et en milieu de match, même si ça reste un match de l'Undertaker. J'avais même mis une note au tout début que j'ai effacée avant. C'était j'ai cru que Brock Lesnar allait gagner après son deuxième F5. C'est vous dire, dans ma tête, pour moi, l'Undertaker allait gagner et ça se ressentait presque en début et en milieu de match. Jusqu'à ce que. Il y a eu un petit tournant où on se disait que Brock Lesnar enchaînait les F5 et les prises de soumission et de finition surtout, et Undertaker pas. Je me doutais jamais qu'il allait le battre, mais je me suis dit, il commence à dominer plus que d'habitude. Un peu classique pour l'Undertaker, mais je trouvais que c'était un peu bizarre.
la photo physique, la photo scénario. J'ai mis la photo physique. J'aurais dû mettre la photo scénario. Et maintenant, je comprends pourquoi la WWE mettait dans des rumeurs enfin, que les rumeurs plutôt citaient la WWE, que lors du dernier Raw avant WrestleMania, Brock Lesnar aurait dû se coucher et ne pas porter son F5 à l'Undertaker. Je me suis dit, pourquoi faire ça? Pourquoi faire passer Lesnar pour un nul qui se fait, enfin pas vraiment un nul, mais il se fait tout le temps dominer par l'Undertaker et il va perdre en plus le match. J'aurais dû réfléchir. La logique, ma logique, notre logique à tous qui voyaient l'Undertaker gagner, nous a trop sauté au visage. Mais si on avait un peu plus réfléchi à cette logique-là, au-delà de cette logique, on se serait dit que Lesnar allait tout simplement gagner le match. Et c'était les derniers instants qu'on voyait Undertaker totalement over. Mais voilà, personne n'aurait pu le penser. Pratiquement personne n'aurait pu le prévoir, à part Luca Baldini qui a juste pronostiqué, donc dédicace à toi, tu as pronostiqué ce match avec brio, tu as fait quasiment du perfect. Je crois que le seul défaut que tu as mis là-dedans, c'était que Paul Heyman allait intervenir dans le match, ce qui n'est pas arrivé. Mais ouais, vraiment parfait, chapeau. 3 F5, tu as précisé, victoire de Brock Lesnar en plus de 20 minutes, c'était parfait. Rien à dire pour toi mon gars, bravo. Jamais j'aurais pu pronostiquer ça. Tu as vraiment bien réfléchi, donc vraiment un grand bravo à toi. Moi, je suis pas allé réfléchir jusque-là. Durée correcte et l'impensable se produit. Brock Lesnar porte son troisième F5 et bat l'Undertaker. Et c'est là, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y a, comme le 11 septembre, quand j'étais rentré d'un fameux jour de l'école italienne, et tous les écrans diffusaient ces tours qui s'étaient effondrés, et tout le monde pleurait, tout le monde était choqué. C'est pareil, je sais pas, j'ai cru à la limite qu'on avait vu un fantôme, ou alors qu'un catcheur avait fait un arrêt cardiaque en plein milieu. C'était la réaction des gens qui se lèvent derrière. Ben, je vais essayer de vous le mettre là, la réaction. Je sais pas si je pourrais vous la mettre. Sinon, bah tant pis, ce serait un petit fail. Et la réaction des gens, incroyable. La réaction de Paul Heyman qui joue tellement bien. Et j'ai vu aussi sur des forums que certains pensaient que l'Undertaker et Brock Lesnar avaient prévu ça eux seuls pendant le match, parce qu'on voit au bout d'un moment Undertaker juste avant qu'il essaie de porter sa dernière fois le tombstone sur Lesnar, juste avant que Lesnar enchaîne sur son troisième F5. On le voit parler et certains disaient qu'il disait bah moi et que c'était pas du tout dans les plans de la WWE. Je ne pense pas que ça se soit passé comme ça. C'était prévu depuis bien longtemps. Il y avait eu un face-à-face entre Lesnar et Taker à l'UFC, je crois, lorsque Lesnar avait fait un match. Et depuis là, je crois qu'Undertaker disait que si un jour la streak devait être brisée, c'était par Lesnar. Encore une preuve que ça devait se passer cette fois-ci et que personne n'a voulu vraiment l'écouter. Parce que ça fait des années qu'on nous rabâche. Moi, personnellement, ça fait 8 ans qu'on nous dit ouais, Punk il peut gagner, Triple H peut gagner, Shawn Michaels c'est le seul à pouvoir faire ça. Et chaque fois, ben, même si on en doutait juste un tout petit peu vers la fin, ben, finalement, Taker gagnait. Et là, ben, on s'est dit que le scénario allait se reproduire et l'improbable s'est produit. Et je suis vraiment content de ça. Franchement, moi, je dis un grand bravo à la WWE d'avoir laissé l'Undertaker faire ce pas. Parce que je pense que ça vient de l'Undertaker, ce choix de briser la streak. Donc un grand bravo à tous ces gens-là, un grand bravo à Brock Lesnar, même si c'est dans le scénario. Et vraiment, ça, bah, un grand respect déjà à l'Undertaker. À l'image de Shero, de Ajus qui pleurait pendant l'ovation que le public rendait à l'Undertaker. Ça m'a foutu les frissons, c'était incroyable. J'ose le dire, c'est ma plus grande surprise depuis que je regarde la WWE en 2006. Et quand j'ai dit il y a pas très longtemps que je sentais que la WWE ne pouvait plus me surprendre, eh ben je m'excuse parce que même, c'est pas beaucoup, mais même 8 ans après, ben, c'est là que je vois ma plus grande surprise, ma plus grande fierté d'aimer le catch. Et je suis un petit peu ému, mais c'est vrai parce que on en voit des choses. C'est pas juste des gars qui se frappent et puis du chiquet. Il y a plus derrière, c'est tellement indescriptible. Mais tous ceux qui regarderont cette vidéo pourront le dire avec moi. Et j'en ai eu des moments forts, hein. Cena qui perd contre Wade Barrett et qui rejoint le Nexus. Daniel Bryan qui remporte enfin son premier titre de la WWE à SummerSlam 2013 et qui se fait attaquer par Triple H après coup.
CM Punk qui quitte la WWE avec le titre en 2011 à Money in the Bank. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Je vous le dis. Des petites aux grandes. Mais alors celle-là, elle est là. Et vous la voyez même plus. Mais moi non plus, je la vois pas. Ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Et voilà, moi je dis bravo à la WWE d'avoir fait ce changement-là. D'avoir suivi et respecté le choix de l'Undertaker. Et voilà. Moi, je souhaite juste, pourquoi pas un dernier match de l'Undertaker contre Sting l'année prochaine, histoire qu'il reste, pourquoi pas, sur une victoire, même si on laisse la streak de côté, hein, parce que ça fera peut-être du 22-1, mais on s'en fout. Juste une dernière victoire et un match Undertaker-Sting que, surtout les plus vieux, attendent, les plus âgés, on va dire plutôt. Et voilà, c'est tout ce que j'espère, et Undertaker mérite ce repos-là. Et à tous ceux qui disent pourquoi Brock Lesnar, réfléchissez 2 secondes. Moi aussi, je verrais bien Roman Reigns ou Bray Wyatt battre Undertaker pour briser la streak. Mais réfléchissez, il faut un lutteur établi quand même. On pouvait pas mettre le premier venu. Bray Wyatt c'était son premier WrestleMania, Roman Reigns c'était son deuxième. Il faut au moins un lutteur qui est établi. Brock Lesnar il est là depuis longtemps, il est champion de la WWE. 3 fois champion majeur je crois, ou 2 fois, je sais plus. Voilà, il a fait ses preuves, il a perdu peu de fois, il est considéré comme la bête incarnée. Voilà, Brock Lesnar, c'était le gars qui sera plus jamais face après ça, parce que, oh, ce soir, il y a tout le monde qui va le huer, mais moi pas. Euh, Ça, ouais, c'est l'homme, comme l'a dit Ajus, l'homme le plus détesté du monde, rien que pour ça. Et cette nouvelle page qui se tourne, et moi, je suis fier d'y avoir participé en live avec vous, avec ceux qui me regardent, avec les téléspectateurs, de tous ceux qui aiment la WWE. Et voilà, enfin, un putain de PPV que je n'oublierai jamais, que je place vraiment en numéro 1. Voilà. Séquence émotion et surprise refermée, on continue. Ah, juste la note, j'ai mis 11 sur 10. Parce que 10 sur 10, ça vaut pas ça. Même si le match était d'une très faible qualité, même s'il y avait pire quand même, hein, je mets 11 sur 10 parce que c'est... Plus jamais on vivra ça. Ensuite, on a une match des divas et c'est ce qui a fait aussi rager les gens. Pourquoi l'Undertaker perd-il sa streak avant un match de divas? Voilà, parce qu'un Undertaker qui perd sa streak, il la met directement avant le main event, vous pensez bien que les gens seraient totalement endormis. Après, vous allez me dire qu'avec un match de diva, c'est pas beaucoup mieux, mais au moins, ça laisse le temps aux gens de faire le... de reprendre leur esprit, parce que moi, même pendant le match de diva, j'étais pas forcément encore là, hein. Voilà, et là c'est le premier bémol et le seul que j'ai envie de dire de la soirée, c'est AJ Lee qui conserve son titre. C'est bien beau, mais maintenant plus personne ne peut la battre, hein. À part Tamina et encore ça, elle fait, la WWE la fait passer un peu pour une femme normale alors qu'elle est au-dessus des Axana, des Rosa Mendes. Je veux pas dire Alicia Fox parce qu'elle a du talent, des Eva Marie, voilà. Page arrive. Vraiment, arrive. Vite. Donc j'ai mis 7,5 sur 10, la note la plus basse du PPV, c'est vous dire à quel point il était bon. Parce que c'était quand même un match correct, c'est un match un peu plus long. J'avais mis dans le concours pronostic, est-ce qu'il fera moins, plus ou moins de 3 minutes? J'avais mis moins. Parce que j'avais du mal en un tombé, moi je voyais directement les filles qui se battent et puis il y en a une qui fait un tombé sans que les autres le voient et se casse avec le titre. C'est pas arrivé comme ça, donc je mets un petit peu plus. Et le main event, donc Daniel Bryan contre Batista, contre le champion Randy Orton qui défendait son titre poids lourd de la WWE. Match incroyable. La Batista RKO Bomb, je l'ai surnommé comme ça, est grandiose. Grandiose. Bryan sur la civière après ça, durée correcte. J'ai mis 10 sur 10 parce que la WWE a construit l'image autour de Bryan. La WWE a suivi l'avis du public, même si ça ne devrait pas tout le temps arriver. Une exception, ça fait du bien. Il est temps que Bryan ait un règne établi un peu plus long. C'est son dû. Et après ça, les gens pourront un peu laisser passer. Du moins, je l'espère. Parce que c'est un petit peu insupportable des fois, il faut le dire. Mais dès que Bryan aura perdu son titre de manière légère et de manière vraiment dans 6 mois, si c'est normal, il va perdre son titre. Que ce soit dans 3 mois, 6 mois, une année, il va le perdre. Donc après ça, laissez les autres être champions, hein. Daniel Bryan, c'est bon. La seule petite crainte que j'ai, c'est que vu que c'est Batista qui s'est ramassé la prise de soumission, ça va nous faire du Orton contre Bryan. On s'est tapé 150 fois fin 2013, mais c'est pas grave. Et
Voilà, une petite déception, c'est qu'Orton n'a pas conservé son titre. J'aurais préféré que Brian gagne à Extreme Rules dans 3 semaines et qu'Orton conserve son titre à WrestleMania. C'est pas arrivé, tant pis. Mais au moins, Orton n'a pas subi le tombé. Voilà. J'ai mis durée correcte, j'ai mis 10 sur 10. La note finale, elle est de 9,1 sur 10. Ma meilleure moyenne. La moyenne la plus haute, c'était Royal Rumble de cette année, 8,8. Et à titre de comparaison, en 2014, Elimination Chamber a une moyenne de 7 sur 10. Donc pour moi, c'est un début d'année qui est très bon. Il n'est pas forcément au top, mais il est très bon quand même et rarement vu jusque-là. Et à WrestleMania, nickel, hein, à part 2-3 bémols, c'est vraiment du... Je chipote, hein, c'est rien du tout, mais c'est vraiment très très bon. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de visiter catchtalk.com, comme je vais le mettre à la fin de la vidéo à chaque fois maintenant. Dédicace à Jonathan, à Abel Four que j'ai oublié dans ma vidéo pronostic, à Darren GT, à Daniel Pires-Lebeau, à Nicolas Malter, à Jordan Kemmers, à Luca Baldini, à Diana Brooks et à tous ceux qui font le concours pronostic, tous ceux qui suivent mes vidéos, dont toi qui regardes ma vidéo maintenant, merci. Donc un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve normalement dans 2 jours, 1 ou 2 jours normalement, pour la vidéo analyse de Raw qui va bientôt débuter pour moi dans quelques heures, 2-3 heures. Donc merci. Et n'oubliez pas de faire de catchon.com votre source numéro 1 en matière de catch.